Bonjour à tous, c'est l'émission Université. On est ensemble pendant 1 heure sur Radio Sud Besançon, 101.8 et radiosud.net. Pour cette émission, c'est Chantal Vivien que nous recevons. Chantal Vivien, je le rappelle, elle est chef de projet opérationnel à la Cité éducative depuis 2020 maintenant. Bonjour Chantal. Bonjour Marinette et bonjour Radio Sud, merci de me recevoir. Bienvenue à toi. Alors c'est vrai que nous on se connaît dans le cadre du travail, mais on s'est dit toutes les deux que ça pourrait être pas mal de mettre en lumière la Cité éducative et puis en même temps toi par la même occasion parce que tu représentes la Cité éducative et du coup parce que j'ai bien envie de te demander déjà dans un premier temps tout simplement la Cité éducative c'est quoi en quelques mots? Alors, la Cité éducative, c'est quoi ? C'est un label. C'est un label. Okay. Et c'est extrêmement important de le répéter. Ça n'est pas un dispositif. Parce qu'on pourrait dire un dispositif de plus qui vient se poser sur le quartier. Des dispositifs, il y en a plein. C'est un label. C'est un chapeau qui est venu se poser au-dessus de toutes les actions, les acteurs existants sur Planoise. Alors qu'il s'agisse des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs. Et en fait, c'est une collaboration des services de l'État, des services de la ville et des services de l'éducation nationale pour une meilleure cohérence des actions en direction des enfants du QPV de Planoise. Donc, si je résume, en fait, les institutions, entre elles, travaillent déjà ensemble, mais du coup, le label Cité éducative qui vient se poser par-dessus permet quoi de plus ? Ça renforce les liens évidemment qui existent entre ces trois institutions puisque j'ai envie de dire que les priorités de l'État, les priorités de la ville et les priorités de l'éducation nationale ne sont pas exactement les mêmes à la base. Chacun a ses missions et il s'agissait de les rapprocher en créant vraiment une collaboration par des personnes que l'on reliait plus fort avec des comités techniques qui rassemblent les personnes de chaque institution, parce que tu as dit tout à l'heure que je représente la Cité éducative, alors je n'aime pas du tout représenter à moi seule la Cité éducative, oui, je ne suis pas la Cité éducative, moi je suis là pour coordonner justement les relations entre chaque chef de file, puisque j'ai à mes côtés un chef de file de la ville, qui est DGAS, un chef de file de la préfecture qui est la déléguée du préfet et un chef de file de l'éducation nationale qui est le chef d'établissement du REP+ de Planoise. Voilà. D'accord, ok. Donc effectivement, toi tu viens coordonner... Moi je viens coordonner les actions pour les rendre le plus efficaces possible avec 3 ambitions qui sont les axes de la Cité éducative, qui sont conforter le rôle de l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour renforcer ce que l'école fait. Le deuxième axe, c'est promouvoir la continuité éducative, c'est-à-dire que la vie d'un enfant, elle n'est pas saucissonnée dans une journée, il n'y a pas l'école, le périscolaire, puis l'extrascolaire, puis la vie dans la famille. Donc assurer une continuité éducative, c'est essayer de tisser des liens entre tout le quotidien d'un enfant. Il y a sa vie à l'école, il y a ses activités périscolaires, ses activités, par exemple, d'accompagnement à la scolarité, les devoirs, il y a ses activités sportives ou culturelles, quand il y en a, et il y a son retour à la maison, sa vie dans la famille, les devoirs par exemple du soir, l'alimentation, le sommeil, la santé, et en fait la vie d'un enfant elle n'est pas saucissonnée, et tout ça en fait il s'agit d'en faire un tout cohérent. Donc c'est ça, promouvoir la continuité éducative. Et puis le troisième axe, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est peut-être l'axe qu'on a déployé en dernier, parce qu'il s'agissait d'abord d'observer l'existant. Il n'était pas question d'inventer de la nouveauté tant qu'on n'avait vraiment pas fait le tour de l'existant. Et puis j'aime bien utiliser l'expression de repérer les trous dans la raquette, c'est-à-dire que s'il manquait des choses, on rajoutait de la nouveauté. Mais on n'est pas arrivé en disant on va mettre du nouveau là. Il fallait déjà voir tout ce qui existait, parce que je n'apprends à personne que le tissu associatif et les services publics sont extrêmement présents sur le quartier de Planoise. Donc il ne s'agissait pas d'arriver en conquérant et en disant nous on va mettre du nouveau. On va révolutionner Planoise. Non, pas du tout. On est arrivé humblement en observant déjà tout ce qui s'y faisait et en ayant l'ambition de rapprocher tous les acteurs qui y œuvrent là-bas. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours à toi, ton parcours professionnel, et puis comment tu es arrivé du coup à la Cité éducative. Alors, par des chemins un peu foufou. Moi je suis diplômée en psychologie clinique. Et puis je me suis dirigée vers le métier de conseillère principale d'éducation.
en collège et lycée, que j'ai exercé pendant un certain nombre d'années. C'était ici sur Besançon ou dans une autre ville? Un peu partout dans l'académie dans un premier temps, et j'ai fini effectivement mes années, notamment les dernières années, j'ai travaillé au lycée Pergaud, qui est le plus gros lycée de la ville, avec 2300 élèves, un petit peu au LP Condé aussi, et puis j'avais travaillé au lycée Julag, j'ai travaillé dans quelques établissements byzantins, oui. Donc toujours en tant que CPE Toujours en tant que CPE, et évidemment en tant que CPE, il ne faut pas négliger un petit détail, c'est que les meilleurs élèves, on ne les connaît pas à la fin de l'année. On connaît essentiellement les élèves qui posent problème, qui ont des difficultés scolaires, qui ont des difficultés comportementales. Et je me suis beaucoup intéressée à ces élèves-là, au décrochage scolaire, puis à la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passait et comment on pouvait remédier à ça. Et je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose dans cette direction-là. Donc un jour, il s'est présenté à moi l'opportunité de basculer vers une expérimentation du ministère de la Jeunesse sur des leviers numériques en direction des jeunes qui avaient déjà décroché. Par exemple, un jeune de 17-18 ans qui était chez lui, qui avait quitté l'école, puisque je crois qu'à cette époque-là, on était encore sur l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Il n'y avait pas encore l'obligation de formation de 16 à 18. Et en fait, ma question était comment on va les rechercher ? Et cette expérimentation, elle passait par des leviers numériques qui s'appelaient à ce moment-là la boussole des jeunes. Et il fallait rassembler un maximum d'acteurs de la jeunesse pour les mettre dans la boîte de la boussole des jeunes. Et que derrière cette appli, le jeune sur son téléphone puisse trouver la personne idéale pour le problème qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'il pouvait être orienté, une fois qu'il avait rempli un petit peu le questionnaire qui détaillait sa situation aujourd'hui, ce qu'il avait fait, où il en était, peut-être un peu à quoi il aspirait, reprendre une formation ou entrer en emploi, tout ça, il était orienté vers le bon interlocuteur. Et à la fin de son parcours sur l'appli, il était contacté par l'interlocuteur qui lui correspondait le mieux, parce que si on lui donnait des coordonnées pour contacter l'interlocuteur, il y avait beaucoup de chances qu'il ne le fasse pas. Donc la situation était inversée, c'est l'acteur qui lui convenait qui prenait contact avec lui. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que certains gamins ne sont pas forcément en capacité de franchir la porte de la mission locale, de franchir la porte d'une structure, de CRIJ, de l'info-jeunesse. Et puis, il me semblait nécessaire d'aller les rechercher et de leur tendre la perche, quoi. Et en même temps, il y a eu le déploiement des promeneurs du net, qui était une présence sur les réseaux sociaux pour discuter. Alors, ça pouvait aller de leur santé mentale, leur bien-être, à justement, qu'est-ce que tu veux faire, où t'en es, est-ce que t'es orienté vers quelqu'un, est-ce que t'es suivi, pris en charge par quelqu'un, ou est-ce que t'as besoin de mon aide? Et en fait, il y avait plusieurs structures jeunesse qui proposaient des promeneurs du net sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux où les jeunes pouvaient les trouver. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2 années. Et j'ai déployé la boussole des jeunes sur Besançon et le Grand Besançon. Parce qu'elle existe toujours, la boussole des jeunes. L'éducative s'est profilée, voilà. Ouais, elle existe toujours, la boussole des jeunes, elle est pas... Oui, elle s'est déployée sur tout le département, ouais. Et puis en France, partout à peu près, ouais. Ouais, les promeneurs du net sont toujours actifs, ça, sous couvert de la CAF, c'est bien. Oui, c'est un super... les leviers numériques, moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise un jeune aujourd'hui ? Il a dans le prolongement de sa main un smartphone. Donc, s'il y a bien un outil par lequel on peut aller le chercher, c'est celui-là. C'est des choses qui peuvent encore être améliorées, mais qui me semblaient être extrêmement pertinentes quand je l'ai pris en charge, en tout cas. Ce qui m'a amené à rencontrer énormément d'acteurs jeunesse, beaucoup plus que quand on est à l'intérieur d'un établissement scolaire. Donc voilà, quand la cité éducative a fait son apparition, on m'en a parlé, on m'a dit tu connais quand même pas mal d'acteurs jeunesse, peut-être que tu devrais postuler, ça pourrait te convenir, mais moi ça me paraissait tellement énorme, coordonner quasiment 3 ministères, connaître tous les acteurs de Planoise, même si j'y avais déjà travaillé au collège Diderot quelques années plus tôt, ça me paraissait assez gigantesque et c'était un métier à inventer. Et ça m'a fait hyper peur. Et j'ai eu des gros doutes sur est-ce que je serais capable de faire ça.
Et en même temps, j'imagine que c'était aussi une aventure passionnante qui s'ouvrait à toi. Ouais. Mais bien sûr, parce que j'ai cette curiosité d'aller voir. Et bien sûr que j'ai postulé et que le fait d'être retenue a été une chance incroyable, parce que depuis 2020, je vis quelque chose d'incroyable. Ouais. Du coup, la Cité éducative, comme tu l'expliquais, c'est un label, donc il y en a plusieurs en France. Et à Besançon, la création de la Cité éducative, c'était en 2020, du coup ? Alors, la première vague de labellisation, elle date de 2019. Donc 2019, l'ANCT, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est une émanation du ministère de la Ville, en accord avec la DGESCO. Ça dépend de l'Éducation nationale, c'est la Direction générale de l'enseignement scolaire, a décidé de labelliser 200 territoires qui étaient prioritaires, si tu veux, c'est les quartiers prioritaires encore plus prioritaires. Besançon, je ne crois pas qu'on était vraiment ciblé d'emblée au départ, sauf que, pour rappel, 2019 et 2020 ont été extrêmement agité sur Planoise. Il y a quand même eu des drames à répétition à cette époque-là, des morts, l'incendie de la Fourrière, et que le quartier finalement allait très mal. Et le labelliser, c'est devenu assez rapidement une évidence pour faire plus pour ce quartier qui chauffait quand même. Et il y a 200 cités éducatives. Non, je dis une grosse bêtise. Il y a 80 cités éducatives qui ont été labellisées dans un premier temps, et l'année d'après, on est monté à 200. Voilà. Donc ça a été posé en 2019, ce label, avec une façon de procéder qui était un petit peu déroutante, c'est-à-dire qu'on a annoncé à chaque préfecture, vous disposerez d'un budget pour transformer les choses, pour améliorer les choses, proposez-nous un plan d'action. Et donc, il y a eu un temps de rédaction entre préfecture, ville, éducation nationale. Il y a eu un temps de rédaction de qu'est-ce qui était prioritaire, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il fallait faire de plus, si on nous donnait un budget supplémentaire. Donc ça s'est écrit quasiment tout le long du confinement. Et moi, j'ai été recrutée à la fin du confinement. Dieu merci, parce que créer du lien entre des acteurs pendant le confinement, je ne sais pas comment j'aurais fait ça. Ouais, et j'ai été recrutée à la fin du confinement pour les 3 premières années d'expérimentation. Ok. Voilà, c'était pour 3 ans la labellisation au départ. Alors moi, ce que je te propose, c'est que on écoute une petite musique et qu'on se retrouve après pour du coup parler des actions qui ont pu être mises en place. Ok. Avec plaisir. Agüita de
rappelle, nous sommes avec Chantal Vivien ce matin, donc chef de projet opérationnel de la cité éducative à Planoise. Chantal, donc l'idée c'était de présenter les actions de la cité éducative, mais juste avant, tu voulais repréciser un point concernant la gouvernance. La gouvernance, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait 3 chefs de file qui sont mes proches collaborateurs pour les réunions quasiment mensuelles pour discuter de nos actions et de leur avancée, et puis de tous les sujets ayant trait à la cité éducative. Mais je voulais préciser que les vrais pilotes de ce qu'on est en train de faire sont évidemment le préfet, la maire et le DAZEN, qui représentent chacun les 3 institutions qui sont engagées dans cette convention tripartite. Voilà. Ok, très bien. Alors concernant les actions, du coup, comment est-ce que la cité éducative agit ? On a compris qu'il y avait une histoire de coordination, effectivement, que tu permets aux institutions de coordonner, de travailler ensemble, vraiment, voilà, avec quelque chose de, comme tu l'as nommé, un lien plus fort en fait, des actions peut-être aussi plus en cohérence les unes avec les autres. Mais quel type d'action tu as pu mener jusqu'à présent et la cité éducative a pu mener ? Alors, des exemples d'actions. Oui, des exemples d'actions. Des exemples d'actions. On a quelques très très beaux exemples. Dès le départ, il a été créé un internat de la cité éducative, par exemple, parce qu'on a conscience que des élèves ne sont pas forcément en capacité de travailler autant qu'ils le pourraient chez eux, dans des appartements parfois trop petits, dans une fratrie parfois trop grande. Jamais trop grande, mais grande en tout cas, avec pas forcément un bureau pour se mettre tranquillement à réviser. Et il a été proposé un internat de la cité éducative pour ces jeunes qui présentaient souvent des capacités intéressantes. Et il a fallu chercher des locaux qui ont été trouvés dans les Réas, au Thierois. Et il y a une capacité d'accueil de 20 jeunes qui peuvent aller à la semaine à l'internat de la cité éducative et revenir en cours à Diderot ou à Voltaire, les 2 collèges de Planoise, pour pouvoir le soir et le mercredi travailler dans de bonnes conditions, avoir des activités aussi le mercredi après-midi, parce qu'on ne va pas leur demander de faire que des devoirs non plus, et être dans des conditions de réussite plus grandes. Et l'année dernière, avec le pacte pour l'émancipation des jeunes, qui a été un plus côté préfecture, on a aussi ouvert la porte des internats de Ornans, et de Val d'Aon, pour que des jeunes, les places étant limitées à 20 dans l'internat de la cité éducative, les besoins peuvent être plus grands. Et effectivement, il est rempli cet internat de la cité éducative, et on peut aujourd'hui proposer à des jeunes de partir à la semaine pour un internat qu'on a appelé d'excellence éducative à Val d'Aon ou à Ornans, avec les transports qui existent pour se mettre au travail, au vert un petit peu, et réussir ce qu'ils ne réussiraient pas forcément avec toutes les tentations de rejoindre les copains, de traînouiller au lieu d'aller faire ses devoirs. Voilà quoi. Alors justement, c'est marrant que tu parles de cette action-là, parce que c'est celle-là à laquelle je pensais en premier. Donc j'ai entendu pas mal de choses sur l'internat de la cité éducative, et j'ai eu quelques questions qui me sont venues quand j'ai découvert. Et quand tu en parles là, la première question qui me vient, c'est comment est-ce que vous avez pu déceler quel jeune pourrait y prétendre, quel jeune ne pourrait pas, quel travail il y a eu autour de ça? Comment vous avez su que c'est tel jeune et pas tel autre qui pouvait y aller? Alors la cité éducative en elle-même, elle n'agit pas là-dessus. C'est exclusivement les établissements scolaires qui font ce repérage. C'est les CPE, c'est les chefs d'établissement, c'est les adjoints, et c'est toutes les équipes éducatives qui peuvent se rendre compte des capacités scolaires, par exemple, d'un jeune scolarisé, et se rendre compte que peut-être les devoirs sont pas faits, les révisions ne sont pas faites dans de bonnes conditions. On a connaissance dans les dossiers scolaires de la fratrie, du côté famille monoparentale, peut-être une maman qui a des enfants plus petits qui ne peut pas aider, ou alors peut-être la barrière de la langue dans la famille. Et puis à ce moment-là, c'est l'établissement scolaire, et exclusivement l'établissement scolaire, qui est en capacité de repérer et de proposer cette entrée à l'internat à des jeunes qui pourraient réussir mieux dans un contexte plus serein.
D'accord, donc c'était du coup proposé aux jeunes. Et puis ensuite, est-ce que, je ne sais pas si tu es informé de ça, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui auraient refusé d'y aller, ou est-ce qu'ils ont tous été partants? Comment ça s'est passé? Les premières années ont été chaotiques. Les premières années ont été chaotiques, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'entrées puis sorties, parce que finalement je préfère rentrer chez mes parents, parce que finalement je m'aperçois qu'il y a quand même des contraintes à l'internat. La cible a été affinée avec le temps, c'est-à-dire qu'on y a mis peut-être au départ des gamins qui étaient un petit peu problématiques, et puis qu'on a souhaité qu'ils se recentrent sur le travail scolaire. Ils n'ont pas tenu. Comment ça, il faut que je pose mon téléphone portable et puis que je fasse des devoirs, comment ça, je peux pas traîner un petit peu à la sortie du collège? Non, parce que tu montes dans un bus pour aller à l'internat. Donc pour certains gamins ça a été un petit peu compliqué, il y a eu des retours en arrière. Le fait que ce travail de repérage soit affiné, ça permet d'avoir une meilleure stabilité des jeunes inscrits, et en tout cas une demande qui va en augmentant. Si un jour on pouvait augmenter le nombre de places en trouvant des locaux plus grands, alors ça a été les seuls locaux qu'on a trouvés sont les locaux de l'EREA. Il n'y a pas de place en internat disponible. On ne les a pas trouvés sous le sabot d'un cheval, en tout cas ces places. Et on aimerait vraiment pouvoir l'étendre, parce que je crois qu'il y aurait plus de besoins que ces 20 places dont on dispose. Ouais. Et alors sur place, du coup, qui se charge des jeunes? Est-ce que ce sont des éducateurs spécialisés? Est-ce que ce sont des personnes de l'éducation nationale? C'est pas des jeunes qui ont besoin d'éducateurs spécialisés. Pour savoir qui encadre. Il y a des assistants d'éducation du collège qui vont assurer la surveillance du soir et de la nuit. Et il y a un coordonnateur de l'internat qui a été recruté dès le départ pour s'occuper de gérer cet internat, les activités, et puis en assurer le bon fonctionnement. Oui. Comme un internat classique finalement, oui. D'établissement scolaire. Oui, oui. Sauf que là c'est un petit bout d'internat à l'intérieur d'un autre établissement, puisque les collèges de Planoise ne disposent pas de cette possibilité-là. Voilà. Ok, donc super projet. Aujourd'hui, du coup, tu parlais des élèves qui y sont maintenant, et du coup c'est plus stabilisé. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre les jeunes, ils arrivent à rester toute l'année. Comment ça se déroule? Je crois qu'on est vraiment sur des inscriptions beaucoup plus stables et à l'année, effectivement. Et l'internat n'était pas forcément complet les premières années. Maintenant, il l'est systématiquement. Oui, il est très rapidement pris d'assaut, parce que je crois que les parents ont aussi pris la mesure de l'intérêt que ça pouvait représenter, avec des résultats scolaires qui peuvent s'améliorer, avec une assiduité évidemment plus grande. Quand tu pars de l'internat pour te diriger vers le collège, tu arrives au collège. Et puis, tu restes pas au lit quand tu es à l'internat. Et voilà. Donc, et tu as pu avoir des retours des jeunes, parce qu'il me semble qu'il y a eu aussi des vidéos qui ont été faites vaguement dans ma mémoire. Je crois avoir vu des vidéos avec des jeunes qui témoignaient de leur passage à l'internat. Voilà. Donc du coup c'est plutôt ça. Moi je ne suis pas directement en contact avec ces jeunes, donc puisqu'il y a un coordonnateur, mais je crois que s'ils arrivent à y rester toute l'année, ils y trouvent leur compte, à mon avis, et que l'ambiance et ce qu'ils y vivent en tout cas est plutôt chouette, avec des activités diverses pour occuper les mercredis après-midi et les soirées. C'est plutôt chouette, quoi. Ok, alors je te propose qu'on parle d'une autre action, du coup, de la cité éducative. Je vais en trouver quelques-unes qui sont un petit peu les actions phares, mais il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Il y en a qui sont dirigées vers le premier degré, puisque au départ, les cités éducatives, elles étaient essentiellement destinées au collège, à améliorer la situation dans les collèges. On a fait le choix à Besançon d'orienter pas mal de crédits sur le premier degré. Parce que le premier degré, il faut savoir qu'au niveau des budgets disponibles pour faire plus que ce qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire l'école, il n'y a pas grand-chose. Donc sortir de l'école, pouvoir aller en visite, pouvoir faire des choses avec les enfants, c'était très difficile à monter comme projet, parce que pour des raisons budgétaires. Donc on a orienté pas mal de moyens vers le premier degré, notamment des tickets de transport.
des moyens aussi pour lutter contre l'absentéisme, c'est-à-dire que l'État a mis à disposition 5 médiateurs de réussite éducative qui sont des adultes relais financés par la préfecture et qui sont venus en renfort des directeurs d'école. Parce qu'un directeur d'école dans une école de Planoise, c'est un chef d'établissement, il ne faut pas l'oublier. Il a à peu près 300 ou 400 élèves et il court dans tous les sens. Il a des tâches administratives, il a plein de soucis à gérer dans une journée puisqu'il est un petit peu le seul électron libre qui peut se déplacer dans l'école. Un enfant qui se blesse, un enfant qui est malade, un enfant qui arrive en retard, il faut aller lui ouvrir. Et mettre une personne en renfort de ces directeurs d'école avec pour mission première la lutte contre l'absentéisme, c'était vraiment essentiel. Ce qui permet que ces médiateurs appellent chaque matin les familles des enfants absents, et ce depuis le démarrage de la cité éducative. Ça a donné d'autres habitudes aux parents. C'est-à-dire que les parents ont pris l'habitude de justifier les absences. Dans un premier temps, il fallait appeler, et puis en rappelant à chaque fois que vous n'oubliez pas que vous devez nous prévenir, et puis ça serait bien qu'il revienne demain, s'il va mieux, votre enfant. Et en fait, ça a permis que les enfants reviennent plus vite. Au lieu d'être absents une semaine, ils étaient absents plus que 2 jours. Et puis, quand ils étaient absents, les parents ont pris l'habitude d'appeler. Donc, les absences non justifiées ont diminué, et même, je crois, les absences tout court ont diminué. Donc, ça a été une belle avancée avec la présence de ces médiateurs qui ne sont pas les directeurs d'école, qui font sans doute un petit peu moins peur aux parents quand il faut échanger avec eux, les approcher. Donc, ils sont pas dans cette fonction de attention, le directeur veut s'adresser à moi. Et quand il s'agit de discuter à la grille avec une maman, un papa, c'est plus simple aussi d'aborder les familles. Et puis, ils ont cette fonction de médiation et de faire le lien aussi entre l'école et le reste du quartier. Ils connaissent toutes les associations et puis toutes les institutions existant sur Planoise. Ils ont connaissance de tout ce qui existe à la maison des services, de tout ce qui existe à la maison de quartier, de l'association Paris. Ils sont aussi en capacité de conseiller, d'orienter les parents vers tous les dispositifs qui pourraient les concerner pour leurs enfants et pour eux, pour du français langues étrangères à l'association Miroir du Monde. Voilà, ils ont rencontré tous ces acteurs et ils sont des relais précieux pour nous. Donc effectivement, ça c'est aussi un point très important à la lutte contre l'absentéisme, parce qu'effectivement, un enfant qui ne vient pas, c'est beaucoup plus c'est un problème assez important dans les quartiers prioritaires. Oui. Ok, très bien. Alors, je voudrais parler d'une dernière action qui est quand même quelque chose d'assez merveilleux. On a travaillé dès le départ avec l'USEP qui est venu en renfort dans les écoles par rapport au sport, et on a financé très tôt des licences sportives de l'USEP grâce au budget de la cité éducative pour tous les enfants scolarisés dans le premier degré, et on est passé en gros de 0 à 1800 licences sportives pour les enfants de Planoise. Et puis l'USEP avec les enseignants ont réussi à créer une association qui s'appelle Bouge Plus, qui est connue maintenant et reconnue à Planoise, qui est une association d'enseignants volontaires qui viennent presque de toutes les écoles de Planoise et qui donnent de manière totalement gratuite de leur temps pour présenter aux enfants sur le temps périscolaire les clubs sportifs qui existent sur le quartier. C'est-à-dire que de 4h30 à 6h, ils vont les emmener découvrir le club de foot, le club de karaté, les échecs, la patinoire, la lutte, plein d'activités que les enfants ne font pas forcément. Et donc, ces enfants du périscolaire disposent de ces licences sportives pour pouvoir s'inscrire à moindre coût. Il peut leur rester, par exemple, la tenue à acheter s'ils choisissent un sport où il y a une tenue. Mais en tout cas, il n'y a plus de frein pour que ces enfants s'inscrivent, et au moins, ils ont connaissance de l'existant.
Donc ils peuvent rentrer chez eux puis dire ça coûtera rien si je vais au club de foot ou si je vais au karaté donc on espère une augmentation significative des inscriptions, parce que bien sûr le sport et la culture sont les leviers essentiels pour que les enfants s'ouvrent sur le monde. Et puis rencontrent de nouveaux référents adultes qui vont leur apporter des infos, une confiance en eux, plein de choses, quoi. Donc voilà. Donc on sépare bien deux choses, l'USEP et Bouge Plus. L'USEP a été vraiment là en renfort et reste présent en toile de fond, mais maintenant cette association, elle ne concerne plus que les enseignants. Et c'est les enseignants qui accompagnent. Alors avec la volonté d'aller chercher les parents pour les inclure dans cette pratique, c'est-à-dire que les parents qui seraient disponibles pour accompagner de 4h30 à 6h seraient les bienvenus. C'est très difficile, ça reste très difficile, et j'ai envie de dire que c'est à l'image de tout ce qu'on fait. Notre plus grosse difficulté à l'échelle de la cité éducative, c'est aller chercher les parents et impliquer les parents. Donc quand on fait des activités culturelles, quand il y a des projets qui sont montés par les enseignants, des projets culturels avec un spectacle qui va se faire en fin d'année, on a au moins la chance de pouvoir faire venir les parents sur la représentation finale, leur faire découvrir peut-être par ce biais-là la salle du théâtre de l'espace, et puis les amener à venir à la rencontre de l'école, à la rencontre de ce que les enfants ont appris, ou à la rencontre des clubs sportifs aussi, et puis des acteurs culturels du territoire. Mais les parents restent toujours très en retrait de ce qu'on fait, et puis nous, ça nous manque. On aimerait beaucoup plus la parole des habitants, parce que il nous reste un petit goût d'incomplet, c'est-à-dire que c'est pas les parents qui expriment ce dont ils ont besoin. Nous, on choisit en notre âme et conscience, on réfléchit, on observe, c'est pas choisi au dernier moment comme ça. C'est pas choisi bêtement. Quand je dis qu'on repère les trous dans la raquette, c'est se dire tiens, en accès au droit, il manque ceci. Peut-être que les médiateurs, s'ils pouvaient rencontrer les familles et les renseigner sur ce qu'ils peuvent faire, l'accompagnement à la scolarité, vous pouvez emmener votre enfant à la maison de quartier, vous pouvez l'emmener à Paris. Ça, c'est déjà une forme de remédiation. Mais approcher les parents, notamment les plus éloignés, ceux qui se cachent, ceux qu'on voit pas à l'école, ceux qu'on voit pas dans ces structures-là, ceux dont les enfants ne vont pas à l'accompagnement à la scolarité, ceux qu'on voudrait aller chercher, ceux qu'on appelle les invisibles, mais j'aime pas du tout ce terme-là. Les parents invisibles. Ouais, les parents invisibles, les parents qu'on ne touche pas, ça reste la grosse difficulté, aller les chercher. Chantal, je te propose qu'on termine cette émission juste après un morceau. Voilà, on va se faire une petite fin. Ok.
Dios se lo pague, Dios se lo pague a mi primo, a mi primo. El gallego. Y que Et on termine l'émission accompagné de Chantal Vivien. On parle cité éducative et juste avant cette musique, on parlait de cette mobilisation des parents. Donc les professeurs essayent d'amener les parents à accompagner les enfants sur ces temps périscolaires. Donc pour la découverte des clubs du quartier, clubs de sport et puis aussi de la culture. Selon les différentes réunions que vous avez pu faire avec les acteurs, qu'est-ce qui ressort? Quelles seraient les raisons qui font que mobiliser les parents, c'est difficile, c'est compliqué? Quels sont les freins des parents? Alors, des parents présents, il y en a plein. Il y en a plein qui emmènent leurs enfants à l'accompagnement à la scolarité à Paris, à la maison de quartier, au Franca. Je crois que malheureusement, c'est toujours les mêmes. C'est les plus initiés, c'est les parents qui sont les plus avertis, c'est les parents qui sont les plus au fait de ce qui existe pour leurs enfants. Quand je dis qu'on a du mal à aller chercher les parents, c'est les autres qu'on a du mal à aller chercher. Il y a sans doute plusieurs explications. Après, je ne suis pas sociologue, hein, mais il y a plusieurs explications qui peuvent être du ressort de la barrière de la langue, avec des parents qui ne se sentent pas forcément légitimes pour aller chercher cette aide, et puis qui préfèrent peut-être rester en retrait. Je suis archi convaincue qu'il y a quand même aussi un problème de grande pauvreté. Plus la situation des familles est précaire, plus ça leur est sans doute difficile de faire le pas vers une structure qui pourrait accompagner leurs enfants. Peut-être qu'ils peuvent craindre des coûts, et je reste intimement convaincue que quand la préoccupation d'une famille est de savoir comment on va pouvoir se loger, se chauffer ou se nourrir, peut-être que la préoccupation du scolaire, elle arrive derrière, et on peut l'entendre. Si on en était à se demander, vous comme moi, ce qu'on va donner à manger à nos enfants, peut-être qu'on ne se demanderait pas s'il a fait ses devoirs. Donc je crois que le problème de la grande pauvreté est un problème majeur, et ces publics les plus défavorisés, on a du mal
à les mobiliser, alors que sans doute ce sont les enfants qui ont le plus besoin d'aide. Et sans doute, ce sont les parents qui ont le plus besoin d'un accompagnement en termes d'accès aux droits, en termes de remédiation à des situations intolérables. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez, comment je vais dire ça, incohérent, mais c'est peut-être pas le bon mot, c'est que dans beaucoup de pays, le fait que son enfant devienne médecin ou avocat, des métiers assez prestigieux avec beaucoup d'années d'études, c'est quelque chose qui est un honneur en fait pour les parents dans beaucoup de pays. Et pourtant, effectivement, sur le quotidien, au vu du fait de différents freins qu'ils rencontrent, ne vont pas être mobilisés sur les études de leurs enfants, alors que vraiment ça leur tient à cœur qu'ils réussissent. Et, c'est un petit peu complexe, j'imagine. Il y a une ambivalence, mais je crois que les parents souhaiteraient. Tout parent souhaiterait que son enfant réussisse sans doute mieux que eux ont pu réussir depuis leur arrivée en France, et puis surtout qu'ils puissent sortir du quartier. J'ai oublié de dire qu'on a énormément d'actions qui permettent aux enfants de sortir du quartier, d'aller au-delà, parce que c'est un vrai souci, cette enclave dans le quartier Planoise, et les enfants, quand ils regardent un petit peu autour d'eux ce qu'ils vont faire plus tard, leurs yeux ne portent pas plus loin que les frontières du quartier de Planoise. Donc ça ne laisse pas beaucoup d'ambition, et on le voit au moment de l'orientation, en fin de troisième. Ils ont beaucoup de mal à se diriger vers une formation qui va les éloigner vers le lycée Pergaud, vers le lycée Julac, vers le lycée Ledoux. Donc on va choisir une orientation qui permet de rester, dans le meilleur des cas, en lycée général à Victor Hugo, ou choisir une orientation, même si elle ne nous plaît pas, pour rester au LP Tristan Bernard, parce qu'on est à Planoise. Il y a cette peur de sortir du quartier. J'ai envie de dire qu'il y a autant de peur d'un côté que de l'autre. Les gens de la ville ont un peu de mal à aller à Planoise. Les gens de Planoise ont un peu de mal à aller ailleurs dans la ville, parce qu'il y a un fonctionnement interne, il y a des codes propres au quartier. Et on a vu des exemples de jeunes scolarisés au lycée Pasteur, par exemple, qui étaient un petit peu effrayés de se retrouver là, parce qu'ils ne se sentaient pas du tout chez eux, qu'ils ne se sentaient pas dans un contexte rassurant. Et on voyait les jeunes se rassembler aux récréations quand ils n'étaient pas dans la même classe pour se rassurer. Et pour, bizarrement, les jeunes filles avaient plus de plaisir, en tout cas, à quitter le quartier, parce que c'est une forme d'émancipation un petit peu. Mais les garçons sont dans leur habitude leur code de quartier. Donc on a misé très tôt sur beaucoup de sorties, de découvertes culturelles, de visites de la ville. C'est ce qui est permis par exemple par les bons de transport qu'on finance pour le premier degré, et que ces enfants très tôt soient habitués à sortir, rentrer, aller ailleurs, et se sentent légitimes. Et là, quand on peut emmener des parents accompagnateurs, c'est encore mieux. Aller découvrir qu'il n'y a pas que le théâtre de l'espace, mais il y a aussi le théâtre Ledoux, il y a le CDN, il y a le conservatoire, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, les musées de la ville, la citadelle, il y a énormément de choses, même une visite de l'architecture de la ville. Il y a des enfants qui, même en école élémentaire, découvrent qu'il y a une rivière au centre-ville quand ils viennent pour la première fois en sortie scolaire. Et il y en a qui ont cru que c'était la mer. Carrément. C'est quand même assez étonnant de se dire c'est pas une autre ville, Planoise, ça fait partie de notre ville. Et ils doivent circuler librement malgré la distance et se sentir chez eux dans toute la ville, quoi. Et cette distance qui n'est pas si longue que ça, le tram est assez rapide entre le tram a relié effectivement beaucoup plus facilement. Sauf que des enfants petits, si les parents ne font pas cette démarche-là, ils ne prennent pas ces habitudes-là. Après, les collégiens, les lycéens font ils vont se balader. Des balades en centre-ville, effectivement, mais timidement. Ils restent très groupés, on peut les observer en ville, ils restent vraiment en groupe parce qu'ils sont pas dans leur monde. Et quand jusqu'à 15 ans, on n'est pas venu en centre-ville, c'est un monde nouveau à découvrir. Donc il est impensable qu'on laisse faire ça. Donc que depuis tout petit, avec par exemple les parcours culturels qu'on a étendus au maternel et qui se font aussi sur toutes les écoles élémentaires grâce
grâce à la ville de Besançon, il y a vraiment cette possibilité de sortir du quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose à quoi on tient. Il y a également des possibilités de rencontres sportives, par exemple, avec des villages alentours. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire parce qu'il faut que le monde, dans leurs yeux, soit bien plus grand que Planoise. Alors, ce que tu viens de dire, c'est tellement beau que j'ose à peine te demander une petite phrase de conclusion. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Une phrase de conclusion. Moi, je voudrais dire que je suis extrêmement honorée de porter cette mission. Et que Planoise, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que les médias parlent énormément de ce qu'il y a de moche. Bien sûr, il y a du deal, bien sûr, il y a des jeunes qui ont été abattus, bien sûr, il y a de la violence et des cages d'escalier qui sont squattées par des jeunes désœuvrés. Mais tout ce qu'on peut y voir de beau, l'engagement viscéral des associations, l'accueil qui nous est fait une fois qu'on est une personne du quartier, qu'on œuvre dans le quartier, moi je m'y suis attachée comme ma deuxième maison. C'est-à-dire que je vis dans un autre quartier de la ville, mais je suis autant chez moi là-bas qu'à Battant, quoi. Chantal Vivien, je le rappelle, tu es chef de projet opérationnel de la cité éducative à Planoise, à Besançon. Merci encore d'être venue, de nous avoir raconté ton histoire et l'histoire de la cité éducative. Mais moi, je remercie Radio Sud de m'avoir accueillie. C'est un vrai plaisir d'être venue là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous sur Radio Sud Besançon.